Nijni Novgorod, Russie, novembre 2011. Le froid, ce matin-là, s'infiltrait comme une lame sous les manteaux. Il faisait -5, et la ville de Nijni Novgorod s'éveillait lentement sous un ciel blanc sans relief. Dans un quartier modeste de la banlieue, au bout d'une ruelle à moitié verglacée, un petit immeuble gris semblait figé dans une autre époque. La façade était terne, usée, comme tout ici. Rien ne trahissait ce que la police allait y découvrir. Ce jour-là, les parents d'Anatoly Moskvin rentraient chez leur fils. Ils n'avaient plus de ses nouvelles depuis plusieurs jours. Rien d'alarmant à première vue. Anatoly était un solitaire, un homme un peu étrange, souvent absorbé dans ses livres. Mais ce silence-là était inhabituel. Et puis, il y avait cette odeur. Elle les a frappés dès l'entrée. Un mélange de renfermé, de poussière et d'autres choses. Quelque chose de plus âcre, plus organique. En poussant la porte de la chambre, ils ont compris qu'ils ne comprenaient pas. Le sol était recouvert de livres, des piles entières, de la linguistique à l'occultisme. Et puis il y avait ces poupées, une trentaine, assises, rangées. Certaines portaient des robes d'enfants, d'autres des rubans, des gants blancs. L'une d'elles, sur le canapé, portait même un voile de mariée. Toutes semblaient faites à la main, un peu grossièrement, on aurait dit des statues grotesques, des effigies. Leurs visages n'étaient pas peints, mais recouverts de cire ou de tissu, comme figés dans une expression silencieuse. Mais en s'approchant, quelque chose a changé. Le tissu bougeait légèrement, comme s'il respirait. La peau, en dessous, n'était pas du plastique. C'était une vraie peau, pâle, froide, décomposée. Le père d'Anatoly a reculé en silence. Sa mère s'est mise à trembler, puis elle a hurlé. Dans l'appartement, la police retrouvera 29 corps de jeunes filles entre 3 et 15 ans, momifiés, habillés, posés dans des positions vivantes. À table, sur le lit, tenant des peluches, portant du maquillage, décorés comme des poupées. Anatoly Moskvin, 55 ans, ne les avait pas tuées. Il les avait exhumées et il vivait avec elles, parfois depuis près de 10 ans. Nijni Novgorod, année 1970. Avant les corps, avant les poupées, avant les tombes profanées. Il y avait un garçon, un enfant seul, assis au bord de sa chambre, le nez dans un dictionnaire. Anatoly Yurievitch Moskvin est né le 1 septembre 1966 à Nijni Novgorod, alors appelée Gorky, une ville industrielle austère à l'est de Moscou. Fils unique dans une famille d'intellectuels, il grandit dans un appartement exigu, saturé de livres. Son père est ingénieur, sa mère enseignante. L'ordre, la rigueur, la discipline soviétique règnent dans la maison. Mais Anatoly, lui, est ailleurs. À 6 ans, il parle déjà couramment l'allemand. À 8 ans, il mémorise des passages entiers de poésie celtique. Il s'absorbe dans des lectures complexes, ésotériques, souvent en langues étrangères. Il n'a pas d'amis. À l'école, on le trouve brillant mais perturbant. Il évite les jeux, ne rit jamais, déteste qu'on le touche. Il préfère les livres aux enfants. Un jour, la professeure demande à chacun de dessiner sa famille. Anatoly rend une feuille vierge. Interrogé, il répond calmement « Ma vraie famille n'est pas ici. Ils dorment sous la terre. » Les autres, rien. Lui, non. À 9 ans, un événement va changer sa vie. Il rentre chez lui après l'école, longeant le cimetière de Leninsky. Ce jour-là, une femme en noir l'interpelle. Elle a le visage sévère, les mains noueuses. Elle lui ordonne de venir assister à un rituel. L'enfant obéit, hypnotisé. Devant lui, des hommes psalmodient des mots en slavon ancien. Il tourne autour d'un cercueil ouvert. On lui fait boire un liquide noir. Puis on le force à embrasser le front glacé d'une petite fille morte. Plus tard, Anatoly dira que ce jour-là, quelque chose est entré en lui, qu'il n'a plus jamais été le même. À 13 ans, il dort parfois dans les cimetières, par choix. Il affirme que les morts lui parlent. Il lit des ouvrages interdits, des traités de spiritisme, d'alchimie, d'occultisme. Il commence à tenir un journal, des pages et des pages où il consigne ses pensées morbides, ses rêves, où les enfants enterrés lui sourient. Ses parents ne comprennent pas, mais ils ne s'inquiètent pas vraiment. C'est un enfant sérieux, discret, travailleur. Il n'a jamais causé de problème. Il ne boit pas, ne fume pas, n'a pas de comportement violent. Mais il ne vit déjà plus dans le même monde que les autres. À l'université, Anatoly se spécialise en linguistique funéraire, une discipline marginale mêlant langue morte,
rites de passage et traditions mortuaires. Il parle 13 langues, devient expert reconnu des cultures celtiques et écrit des articles dans des revues scientifiques. Il donne même des conférences. Mais personne ne sait ce qu'il fait quand il ne travaille pas. Il passe ses nuits à arpenter les cimetières, des lampes torches dans les poches, un carnet à la main. Il retranscrit les épitaphes, les dates, les classes, les relie entre elles comme une immense cartographie de la mort. On le surnomme le marcheur des tombes. Anatoly n'a jamais eu de relation amoureuse. Il dit avoir voulu adopter une petite fille un jour, mais que les autorités ont refusé. Il n'a jamais insisté. Il semble presque soulagé. Et pourtant, quelque part dans son appartement, des robes d'enfants commencent à s'accumuler. Des poupées, des petites chaussures, des rubans, des peluches, des objets comme en attente de quelqu'un. Quelqu'un qui ne viendra jamais. Nijni Novgorod, année 2000. Le crépuscule tombait tôt, comme souvent en Russie centrale. En hiver, à Nijni Novgorod, la lumière s'éteint avant 16 heures, laissant place à une nuit lourde, minérale, presque sacrée. C'est dans cette obscurité-là qu'Anatoly Moskvin se sentait le plus vivant. Il partait souvent après minuit, vêtu d'un long manteau noir, un sac à dos sur les épaules. Dans ce sac, une pelle pliante, une corde, un spray désinfectant, quelques fioles de sel, du tissu et des amulettes. Et un petit carnet. Toujours. Anatoly ne marchait pas au hasard. Il connaissait les cimetières de la région comme d'autres connaissent les lignes de métro. Il avait recensé plus de 750 tombes, classées par âge, date de décès et potentiel. Il cherchait des filles mortes jeunes, entre 3 et 15 ans. Il lisait leur nom, leur date, il parlait à leur pierre, posait la main dessus. Parfois, il laissait un bonbon, une fleur, un mot. Puis il revenait, plus tard, avec sa pelle. Lorsqu'il avait choisi une compagne, il attendait la nuit sans lune. Il repérait l'absence de caméras, de rondes de police. Puis il creusait, lentement, méthodiquement. Il ouvrait le cercueil avec un levier, jamais brutalement, toujours avec respect. Il regardait le petit corps, le touchait à peine. Il murmurait des mots en slavon, des prières oubliées. Ensuite, il l'enveloppait, tête, bras, jambes. Il utilisait du bicarbonate, du sel et des herbes séchées pour limiter la décomposition. Il plaçait le corps dans un sac et partait discrètement vers son appartement. Arrivé chez lui, Anatoly ne voyait pas un cadavre. Il voyait une âme sœur perdue dans la nuit. Il désinfectait le corps, le séchait et le bourrait de mousse et chiffon. Il fixait les membres avec des tiges de fil de fer. Il cousait la peau si elle se déchirait. Puis il l'habillait. Robes, chaussettes, chapeaux, parfois même des perruques. Les visages étaient recouverts de masques artisanaux faits de cire, de papier mâché ou de tissu. Il les peignait parfois. D'autres fois, il collait un jouet en guise de visage ou des yeux de poupée en verre. Chaque fille portait un prénom, un rôle, une place dans l'appartement. Il disait que leur âme était contente d'être revenue, qu'elle n'était pas morte, pas vraiment, qu'il les protégeait d'un monde qui les avait abandonnés. Les voisins disaient qu'Anatoly parlait souvent seul, qu'on entendait parfois de la musique pour enfants à travers les murs, des berceuses, des rires enregistrés. Il sortait rarement, ou alors pour se rendre dans les cimetières. Toujours seul, toujours courtois. Certains le pensaient étrange mais inoffensif. Il vivait entouré de corps, parfois depuis près de 10 ans, sans que personne ne le sache. Il leur fêtait leur anniversaire, leur lisait des histoires, leur écrivait lettres. Il décorait l'appartement selon les fêtes. Noël, Nouvel An, anniversaire de la mort. Pour lui, elles étaient réelles. Mais bientôt, une erreur va tout changer, et ce monde silencieux, figé dans la cire et le coton, va exploser à la lumière. Début des années 2010. La nuit avait encore enveloppé la ville. Sous la brume froide, les pierres tombales du cimetière de Leninsky semblaient garder leur secret. Pourtant, certaines familles, depuis plusieurs mois, avaient remarqué un phénomène troublant. Les tombes de leurs enfants, jeunes et fragiles, étaient sans cesse profanées. Fleurs déracinées, plaques funéraires déplacées et surtout, des traces de terre fraîchement retournées. Une de ces familles, celle d'une fillette prénommée Irina, âgée de 7 ans au moment de son décès, ne pouvait plus accepter cette situation.
Sa mère, une femme au visage marqué par la douleur et la détermination, avait décidé de ne pas rester silencieuse. Elle contacta la mairie, la police, les médias locaux. Mais les autorités, surchargées et peu concernées, répondaient par des promesses vaines. Un agent de police fut finalement dépêché pour enquêter sur les incidents. Il s'appelait Ivan Petrov. 38 ans, ancien militaire, homme pragmatique, il prit la plainte au sérieux. Ses premières rondes nocturnes le menèrent rapidement vers des zones isolées du cimetière, où la lumière des lampadaires était absente. Là, il trouva des traces, des empreintes de pas, des traces de boue, mais rien d'évident. Le plus étrange restait cette absence totale de témoins. Un soir, en patrouillant, Ivan remarqua un détail insolite. À côté d'une tombe fraîchement profanée, un morceau de tissu blanc accroché à une branche basse. Un tissu délicat, d'aspect ancien. Il le ramassa. En y regardant de plus près, il sentit une odeur inhabituelle. Un mélange de poudre et d'encens. Quelques jours plus tard, une voisine avertit Ivan qu'elle avait aperçu de nuit un homme portant un sac volumineux et parlant tout seul. Un homme étrange, vêtu comme un universitaire, solitaire. Peu à peu, Ivan rassembla les pièces du puzzle. Les profanations ne semblaient pas être des actes de vandalisme gratuits. Elles suivaient un motif, celui d'un homme obsédé par les petites filles mortes. Un homme qui creusait la nuit, qui volait la paix des défunts pour quelque chose d'inimaginable. Mais l'identité de cet homme restait inconnue, et le mystère s'épaississait. Dans le quartier, des rumeurs commencèrent à circuler. On parlait d'un voisin qui parlait aux morts, qui emmenait parfois des enfants au cimetière, seuls. Personne ne voulait vraiment en parler à voix haute, mais tous sentaient que quelque chose d'anormal se tramait. Nijni Novgorod, novembre 2011. Le jour où la police franchit le seuil de l'appartement d'Anatoly Moskvin restera gravé dans les mémoires. L'alerte avait été donnée par ses parents, inquiets de ne plus avoir de ses nouvelles. Après plusieurs appels sans réponse, ils s'étaient décidés à intervenir. Le voisinage observait, inquiet mais curieux. Les policiers ouvrirent la porte, pénétrant dans un monde figé, étrange, presque irréel. L'appartement, petit et ordinaire, semblait pourtant abriter une scène sortie d'un cauchemar. Dans la pièce principale, une trentaine de petites poupées étaient installées. Drapées, coiffées, posées comme des enfants endormis. Mais la vérité frappa vite. Ces poupées étaient des corps momifiés, d'enfants, extraits de leur tombe. Le choc des agents. Les officiers reculèrent, choqués. Une odeur de mort persistait malgré le froid mordant. Le sol était jonché de livres anciens, de carnets manuscrits, de bocaux étranges. Sur une table, des outils de taxidermiste, des seringues, des flacons. Anatoly fut retrouvé dans sa chambre, assis calmement. Il ne montrait aucune surprise. Son visage restait impassible, presque serein. Lors de son audition, il parla d'une voix douce, presque posée. « Je ne suis pas un meurtrier. Je ne fais que garder leurs âmes, leur offrir un refuge. » Il expliqua son rituel, son obsession de préserver ce qu'il appelait la beauté fragile de l'enfance. Il croyait sincèrement agir par amour, par compassion. L'affaire fit rapidement la une des médias russes, puis internationaux. La population oscilla entre horreur, fascination et incompréhension. Comment un homme aussi instruit, brillant, pouvait-il commettre un acte aussi macabre? Comment la société avait-elle pu ignorer un tel désordre psychologique? Des experts furent chargés d'évaluer son état mental. Le diagnostic révéla une forme sévère de psychose, mêlée à une obsession morbide. Anatoly Moskvin ne comprenait pas la portée de ses actes. Il vivait dans un univers parallèle, un entre-deux entre la vie et la mort. Nijni Novgorod, hiver 2012. Le tribunal se tint dans une salle froide, aux murs nus. La lumière blafarde tombait en rayons durs sur le visage impassible d'Anatoly Moskvin. Face à lui, des juges, des experts psychiatres et une foule silencieuse, suspendue à chaque mot. Les médecins firent état d'un trouble complexe. Anatoly souffrait d'un délire morbide, marqué par une obsession pour la mort et l'enfance, un déraillement de la perception de la réalité. Selon eux, il vivait dans un univers parallèle, un monde où les morts n'étaient pas mortes, où la momification était un rituel de préservation, un acte d'amour. Ils conclurent qu'il n'était pas responsable pénalement, incapable de distinguer le bien du mal au moment des faits. Les experts reprirent son passé,
minutieusement. Ils décrivirent un enfant brillant mais isolé, privé d'affection réelle. Une jeunesse passée dans l'ombre des livres, avec peu d'amis, peu de contacts humains. La fascination morbide aurait émergé dès l'enfance, accentuée par un traumatisme non révélé. Plutôt qu'une peine de prison, Anatoly fut interné dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Là, il reçut des soins adaptés à son état. Les poupées furent retirées, étudiées par des scientifiques. Mais pour lui, ce fut une rupture brutale avec son monde intérieur. Cette affaire a révélé les failles d'un système incapable de détecter à temps une dérive mentale extrême. Elle interroge sur les limites entre folie et humanité, entre amour et monstruosité. Anatoly Moskvin demeure une énigme. Homme cultivé, doux, mais prisonnier d'un délire funeste.